Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça chauffe, ça se met à chauffer pas mal, et il y a beaucoup de choses au programme aujourd'hui. Les bleus, nos petits bleus, qui ont la possibilité d'aller chercher l'or olympique après avoir battu l'Egypte hier, et ce sera vendredi donc à 18 h contre, je vais dire, nos meilleurs amis, mais de plus en plus nos meilleurs ennemis, les Espagnols, possibilité d'une revanche. On va parler un petit peu de ce match, on va parler de la belle victoire d'hier. On va parler un peu mercato aussi, parce que c'est pas seulement l'or en vue. Aujourd'hui, ça se met vraiment à chauffer, ça s'active. En coulisses, on a le Paris Saint-Germain qui accélère notamment la piste Willian Pacho qui est sortie un petit peu de nulle part. On va discuter de ça. Julián Álvarez, ça c'est l'info d'aujourd'hui. Julián Álvarez à l'Atlético Madrid pour quasiment 100 millions d'euros, ce qui serait le plus gros deal de l'été. Pour l'instant, et honnêtement, je vois pas ce qui sera au-dessus d'ici la fin du mois d'août. Et on va parler de 2-3 autres trucs supplémentaires aussi qui surgissent au fur et à mesure. Un Dani Olmo au Barça quasiment fait, des petits bruits, Mats Hummels, Brighton, etc. Je pense ce genre de vidéo un peu hybride, pêle-mêle, où on mixe plein de choses. Il y en aura quelques-unes avant la conclusion de l'été. Donc voilà, installez-vous bien, toujours autant un kiff de vous retrouver. Et on démarre avec l'équipe de France. Alors, l'or en vue. La France en finale des Jeux Olympiques. C'était hier, c'était du côté de Lyon, j'avais pas mal de potes qui étaient au stade. La belle image entre deux ex-lyonnais, un lyonnais et un ex-lyonnais, Alexandre Lacazette et Jean-Philippe Mateta. Pour les hommes de Thierry Henry, donc, très beau succès. Pour retrouver la finale des JO, pour gagner potentiellement une médaille d'or aux JO pour la première fois depuis 40 ans, depuis les JO de 84 à Los Angeles. L'équipe de France l'avait fait à l'époque en finale 2-0 contre le Brésil. Est-ce que ces petits bleus-là vont le faire? Je veux dire, ce match contre l'Egypte, il était pas loin d'héroïque. Prendre le premier but à l'heure de jeu, 62e minute, cette frappe sous la barre, avoir une double, toucher deux fois les montants sur la même action, 75e là, et à la fin, réussir à le faire, résister à l'élimination au bord du précipice. Michael Olise qui fait un top tournoi magnifique, on en parle depuis un moment, et on a pas mal parlé hier sur la vidéo sur le Bayern bien sûr. Sa facilité de percussion, la qualité de son incursion là, et ensuite le petit ballon qu'il met à Mateta, franchement c'est toute l'action, c'est un délice absolu d'Olise, magnifique. Et d'ailleurs je dois dire Mateta aussi, part vraiment très bien, il fait quel tournoi olympique il est en train de faire, 4 buts déjà pour Mateta, qui peut devenir le meilleur buteur des JO, même s'il a 2 buts de retard par rapport aux Marocains, on verra en finale. Fermin Lopez aussi en a 4, mais là il conclut à bout portant, je trouve son pied le ferme très bien pour aller chercher la lucarne droite du gardien, gauche pour Mateta, qui égalise donc un partout. En début de prolongation, Désiré Doué, tellement de jeunes petits talents magnifiques, et peut-être un futur bavarois aussi comme Michael Olise, ça aussi on en discutait hier, et provoque le carton rouge, magnifique incursion sur son côté, tellement vif, électrique. Mateta derrière va planter le doublé, et bon, le but qui nous rapproche vraiment de la qualif, avec à la base encore un bon mouvement et un centre d'Olise, ça revient sur Mateta. Il exécute le gardien égyptien, 2-1, la belle célébration, dans ce magnifique stade, et derrière les bleus d'Olise, qui est buteur, ça récompense son top match, l'emporte 3-1, le but du break. Les images entre Lacazette et Mateta, elles sont tellement belles, ça fait vraiment kiffer. J'ai aussi la célébration de tous les bleus, mais Henry dans le vestiaire, cette story de Ryan Cherki, très beau. Ils font kiffer ces petits bleus, et on espère, à une marche de la gloire olympique, on espère que le parcours va bien se finir. En finale donc, ce sera l'Espagne, cette Espagne d'Eric Garcia qui a battu le Maroc grâce à Fermin Lopez qui a fait un top match, buteur, but de l'égalisation aussi, eux ils sont revenus de 1-0, but de l'égalisation dans la dernière demi-heure de Fermin qui a 4 pions, et en plus la passe décisive aussi là pour Juan Lu qui va marquer le but du 2-1, 85e. Cette finale entre la France et l'Espagne, c'est la finale entre les deux meilleurs effectifs du tournoi. Si on en croit en tout cas les valeurs marchandes cumulées sur Transfermarkt, quasiment 400 millions pour la France, 370 pour l'Espagne. Je veux dire les deux meilleurs de très loin. L'Égypte était à peine 15, pour rappel. La France 392 et l'Égypte à peine 15. Le Maroc pas mal, 165. Et l'Argentine aussi, 250. Mais sinon, ouais, grosso modo, France-Espagne. C'est la très grosse finale. Ils ont un très bel effectif, nous aussi, mais franchement, ce milieu de terrain, Pablo Barrios, Alex Baena, Fermin Lopez, avec des gars qui étaient là à l'Euro. Ouais, c'est beau. Koubarsi, Eric Garcia, Arnaud Tenas aussi. Très belle équipe, très bel axe.
et on verra ce que ça donne contre nous. Je pense pas qu'on en fera une vidéo prono, j'ai pas assez suivi ces Jeux Olympiques pour faire quelque chose de très détaillé. Mais ouais, j'espère pouvoir analyser le match vendredi soir. Et on aura l'occasion donc d'en parler à ce moment-là. Fermin Lopez, comme on a dit, 4 buts, exactement le même total pour Mateta. 4, 2 pour Lycée, un seul pour Lacazette. Mais ouais, très très beau tournoi de toutes nos jeunes petites pousses. Et juste des Jeux Olympiques extrêmement divertissants. Ça, c'est pour l'équipe de France et la possibilité d'aller chercher l'or. Maintenant, on repasse un petit peu sur notre train quotidien du mercato. Le deal de l'été, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve fascinant. C'est la grande nouvelle de la journée. Julián Álvarez qui va quitter Manchester City pour rejoindre l'Atlético Madrid dans un transfert évalué à 95 millions bonus compris. 75 plus 20. C'est comme ça que la transaction se découpe. Pas encore d'accord totalement trouvé entre Julián Álvarez et l'Atlético Madrid, l'accord club-joueur. Mais par contre, entre les deux clubs, c'est fini. Et bon, c'est quand même un dossier qui est dans les cartons depuis un moment. Le départ d'Alvarez pour peut-être avoir plus de temps de jeu, etc. Bon, je pense qu'il y a une petite conception. Voilà, comme on a dit, ça va être le plus gros deal de l'été. Parce que pour l'instant, c'est Lenny Yoro qui a 62. On a Diaby 60. João Neves aussi, dont on va discuter bientôt. 60. Je pense qu'il y a une petite méconception sur l'idée que Alvarez part parce qu'il n'a pas assez de temps de jeu à City. En réalité, la saison dernière en Première Ligue, personne n'a joué plus de matchs que lui. 36 matchs joués sur 38 possibles pour Julián Álvarez. Et c'est pas que des entrées en cours de match pour, on va dire, soulager Erling Haaland. Il a été titulaire dans 31 matchs. Il n'y a que Rodri, Foden et Ederson qui ont fait plus qu'Alvarez la saison dernière en PL. Donc, il n'a pas peu joué. Il a d'ailleurs énormément joué parce qu'il a joué toutes les compétitions de City. Il a joué la Copa América. Il est en train de jouer, enfin il a été éliminé bien sûr par la France, mais il a joué les Jeux Olympiques. Ouais, il a pas mal joué Alvarez. Mais la saison dernière, dans ce rôle de 10 joueurs un petit peu reculés du 3-2-5 de Pep Guardiola, on avait Akanji, Rodri, la base du milieu de terrain, et sinon Foden, Bernardo Silva, Doku, Haaland en pointe, il était ici. Ça, c'était sa position, et c'est pour ça qu'il a autant joué. Il n'a pas été le substitut d'Erling Haaland, il a été associé à Erling Haaland, constamment. Différent de sa première saison, mais ça, c'était l'histoire de sa saison. Encore une fois, là, c'était un match contre Chelsea. Pareil, Doku, Silva, Alvarez, Foden. Donc dire que Alvarez part parce qu'il joue pas à City, pour moi, c'est pas exactement le truc. Et c'est pas parce que Haaland était blessé qu'Alvarez a joué. Voilà, on le montre, Haaland, il a quand même eu 29 titularisations. Si je dis pas de bêtises, voilà, exactement, 2500 minutes en PL. Haaland a beaucoup joué, Alvarez a beaucoup joué. Il y a un truc, c'est vrai, c'est que Kevin De Bruyne, lui, a manqué quasiment les 2 premiers tiers de la saison pour sa blessure à l'ischio. Ouais, voilà. Après, la première journée, c'était la première journée contre Burnley. Et avec le retour de KDB, c'est vrai qu'Alvarez a moins joué. En Ligue des Champions, par exemple, il joue seulement 33 minutes cumulées sur 180 possibles, contre même plus avec les prolongations contre le Real Madrid. Et on voit qu'à partir du retour de De Bruyne, ok, il commence à passer sur le banc. Les 4 derniers matchs de PL, il a joué en cumulé 17 minutes. Donc l'idéal vient de là. C'est vrai qu'avec le retour de KDB, avec un KDB fit la saison prochaine, peut-être que les perspectives s'assombrissent un petit peu pour Julián Álvarez. Et du coup, un gars comme lui, qui vient de faire une saison, est-ce qu'on peut le rappeler quand même, la saison de Julián Álvarez, une saison à 19 buts, 13 passes décisives, toutes compétitions confondues, et si on regarde juste PL et Champions, c'est 16 buts, 11 passes. Bah oui, ce gars-là peut pas se satisfaire d'un rôle de remplaçant. Il sent qu'avec la saison qui arrive là, avec un KDB peut-être remis sur pattes, son rôle va diminuer à City. Son palmarès est déjà bien garni. C'est un des plus beaux palmarès qui existe déjà du foot mondial, avec une Champions, 2 PL, une Coupe du Monde, 2 Copa América, bien sûr, une Coupe du Monde des clubs, la Libertadores aussi qu'il a pris en 2018 avec River Plate. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Donc c'est très très intéressant, je trouve, de voir ce nouveau challenge pour Alvarez, qui est un super joueur. 100 millions, 95, ouais c'est cher, mais c'est une sacrée acquisition pour l'Atlético, et ça va être
passionnant, je trouve, de le voir dans le rôle d'attaquant star maintenant. C'est plus le Glock, non. Il est l'arme principale offensive de cet Atlético Madrid, associé à Antoine Griezmann par exemple. Qu'est-ce que ça peut donner? Ce gars-là qui est tellement un attaquant de pression, collectif, déterminé et juste super joueur. Je pense que ça peut super bien matcher. Et pour City, c'est intéressant parce que à la fois tu vends un mec quasiment 100 millions que tu as acheté il y a 2 ans pour 20, et on va dire tu tires le meilleur de la blessure de Kevin De Bruyne. Hein. Si la blessure de De Bruyne, elle a permis d'exposer à ce point-là Julián Alvarez, c'est, je trouve, plutôt bien fait. C'est une bonne... le destin a bien tourné pour City. Mais ils perdent aussi leur substitut d'Erling Haaland. Même avec le retour de KDB, Alvarez aurait eu quand même, je pense, ses 1500-2000 minutes en PL pour relayer, en prouvant aussi qu'il peut relayer des milieux offensifs maintenant, qu'il peut relayer un De Bruyne, un Foden, un Bernardo Silva, comme il l'a fait la saison dernière dans des positions plus axiales en soutien d'Erling Haaland. Mais même pour donner un petit peu de fraîcheur à Haaland, bah City a désormais plus personne. Il n'y a plus d'avant-centre. Oscar Bob, c'est pas son rôle. Savio qui a été pris, c'est pas du tout son rôle. Ouais, il n'y a plus de 9 substituts à Haaland. City perd peut-être la meilleure paire buteur et remplaçant de buteur. Donc il va falloir faire une acquisition, je pense. À moins qu'il y ait quelqu'un qui pousse dans le centre de formation, mais pour moi ça va passer par un transfert. Donc voilà, tout n'est pas rose non plus pour City, qui perd un joueur important, qui perd un joueur très important. Un gars qui t'a rapporté, comme on a dit, 20 contributions décisives dans les grands matchs saison dernière. Mais ouais, je pense que le business pour City n'est pas encore fini cet été. Pour l'Atlético Madrid, enfin, on y arrive. On a évoqué toutes les parties de ce move. Pour l'Atleti, quel transfert. Je pense qu'il s'intègre parfaitement dans l'idée de jeu de Simeone. J'ai hâte de voir l'association, comme on a dit, avec Grisou. Et cet Atlético qui se renforce donc avec Robin Lenormand qui a été pris, et avec Conor Gallagher, apparemment c'est très proche d'être fait. Où est-ce qu'il est? Ça va être un transfert apparemment de 40 millions, c'est ici Conor Gallagher. Suivi d'une vente d'Omorodion pour 50, dans l'autre sens, pour aller à Chelsea. Omorodion, donc, il aurait été vendu par l'Atlético Madrid sans avoir joué la moindre minute du côté de l'Atleti, puisque acheté l'été dernier et tout de suite prêté à Alaves. Donc il n'a pas du tout joué à l'Atleti, plutôt un bon move pour les Madrilènes. Et je pense, niveau fair play financier, intéressant aussi. Ça me rappelle un petit peu le truc Arthur Pjanic, Barça-Juve à l'époque, où en gros, voilà, 2 joueurs que tu vends, un que tu vends 40, l'autre que tu vends 50, qui vont dans les deux sens. Et à la fois Chelsea et l'Atlético, pour leur jeu d'écriture comptable, là, comme un transfert, tu peux le faire rentrer immédiatement dans tes revenus. C'est alors qu'un transfert que tu payes à un joueur que tu achètes, tu peux le découper sur le nombre d'années de contrat. Une vente, elle rentre immédiatement en entier dans le bilan comptable de l'année. Donc on voit parfois des moves, et je pense qu'il y a un petit peu de ça derrière. On verra ce que Omorodion à Chelsea ça donne. Mais ouais, intéressant franchement, l'Atleti. Ouais, pas mal du tout. Gallagher, Julián Alvarez, le Normand, belle équipe. Et on va devoir se pencher sérieusement sur ce club. Vous êtes beaucoup à me demander des previews sur l'Atlético. Je pense qu'on fera un truc complet aussi sur la Liga. Donc ouais, à suivre cet Atlético Madrid, désormais bien renforcé. Et enfin donc, après le deal de l'été, on a Paris qui s'active un petit peu dans tous les sens. Ça a été dévoilé hier, et pas grand monde en parlait. Willian Pacho, pas William, Willian Pacho, du Paris Saint-Germain, de l'Eintracht au PSG, pour 40 à 45 millions en fonction de qui on croit, un contrat jusqu'en 2029. Ouais, donc Pacho, je ne l'ai pas particulièrement suivi du côté de l'Eintracht, je connaissais de nom, il a quand même 16 sélections avec l'Équateur, mais il n'a pas joué à la Coupe du Monde. Ses premières, ça m'a fait marrer quand j'ai vu ça, ses premières capes avec l'Équateur lui ont été données par Félix Sanchez-Bass, et je me disais, mais c'est pas l'entraîneur du Qatar ça? On en avait parlé à l'époque quand on faisait les épisodes de Mondial, qu'on préparait la Coupe du Monde, et ouais, bien sûr, c'était l'entraîneur du Qatar, et j'avais pas du tout suivi que juste après le Qatar, il avait pris l'Équateur, ils étaient dans le même groupe en plus. L'Équateur avait giflé le Qatar au match d'ouverture,
Et bon, ça a pas très bien marché pour lui. L'Équateur a tellement de jeunes petits talents, c'est une vraie belle sélection. Mais Willian Pacho, donc, le futur de la défense centrale équatorienne, peut-être le futur du Paris Saint-Germain, défenseur central gaucher d'1m87, qui a fait une saison juste à Francfort, et une saison où il a tout explosé. Il a joué 33 des 34 matchs possibles en Bundesliga, juste, et les 90 minutes à chaque fois, une saison quasiment à la Saliba, la saison dernière avec Arsenal. Il en a juste raté un à cause d'accumulation de cartons jaunes, suspendu. Mais ouais, belle saison de Pacho du côté de l'Eintracht. Il a l'air, de ce que j'ai vu, il a l'air d'avoir un bon petit pied. Voilà, pour trouver des ouvertures. Ici aussi, hop, dans les intervalles, intéressant. Je sais pas ce que ça va donner exactement, mais je pense que le Paris Saint-Germain, c'est plutôt une bonne idée de se renforcer sur le poste de défenseur central, où on a Marquinhos, qui a pas fait une mauvaise saison, mais sinon, Skriniar, c'est en gros déclin. Kimpembe, tellement souvent blessé. Lucas Hernandez, malheureusement, c'est aussi le cas. Ça va prendre un moment avant qu'il revienne en plus. Et on a Danilo Pereira, ici, qui peut dépanner. Bien sûr, j'ai pas parlé de Beraldo, qui a un super pied gauche aussi. Par contre, sur la protection de la profondeur, et pour l'instant, a pas vraiment convaincu, même si, voilà, que 6 mois. C'est pas facile d'arriver là en pleine saison d'un club qui aspire à jouer une demi-finale de Champions. Mais ouais, j'abandonne pas du tout l'idée Beraldo, mais c'est sûr qu'avec Pacho, ça lui donne de la concurrence sur cette idée d'un défenseur central gaucher. Et hâte de voir ce que ça peut donner, Pacho à Paris. Niveau coût, c'est vrai que 40 millions, c'est cher. 40-45, ça semble cher pour un gars qui a une saison en Bundesliga. Maintenant, moi, je m'intéresse de plus en plus au salaire. Plus souvent le salaire que le montant du transfert, parce que niveau FPF, je trouve que ça joue énormément. Et le fait de prendre un jeune comme ça, comme Pacho, 22 ans, avec son salaire à Francfort, là, c'était 800 000 euros annuels. 800 000 euros annuels, il sera évidemment beaucoup plus payé au Paris Saint-Germain, mais ouais, même s'il est payé comme un Beraldo, par exemple, Beraldo, c'est 3 millions annuels, c'est très très peu par rapport au montant que paye le Paris Saint-Germain habituellement, à ces gros noms, ces gros joueurs, même je sais pas, un Vitinha, si on parle de joueurs qui ont été pris et dont le deal a été négocié, quand ils étaient des joueurs à peu près de la renommée d'un Pacho, peut-être un petit peu moins à l'époque, mais ouais, c'est 5 millions, 5,4 millions Vitinha, et les défenseurs en général sont payés moins cher aussi. Donc on verra les détails qui émergent, mais je pense que ce sera une opération qui financièrement, comptablement, économiquement, sera pas si mauvaise que ça pour Paris. Et après, on verra ce que le terrain donne. De toute manière, c'est tellement dur d'évaluer, je trouve. Même les stats qu'on peut trouver, en fonction du contexte. Jouer à l'Eintracht, jouer à Paris, c'est tellement différent. Ce qu'on va demander tellement différent aussi. Donc bon, en tout cas, un move pour le Paris Saint-Germain qui s'active sur le marché. Après avoir fait donc João Neves, ça m'intéresse beaucoup. Hein. Ça, je trouve, c'est très très belle acquisition. Superbe joueur. On avait parlé un petit peu quand on a fait l'épisode sur le Portugal. Au milieu de terrain maintenant, entre Neves, Moscardo qui arrive aussi à 18 ans, Zaïre Emery 18, Vitinha qui sort de cette top saison, si tu peux avoir un Fabian Ruiz qui montre un niveau ne serait-ce que proche de ce qu'il a montré à l'Euro, le milieu de terrain parisien commence à bien se renforcer. Et l'idée généralement de rajeunir l'équipe, de jeunes talents qui vont peut-être devenir tes stars, c'est l'idée qu'on souhaite au Paris Saint-Germain depuis un moment maintenant, dont on parlait au mercato dernier. Donc ouais, une autre acquisition qui va dans ce sens. Et de toute manière, tout ça, on aura l'occasion d'en parler dans la preview spéciale Paris Saint-Germain qu'on fera avant la clôture du mercato. Comme ce qu'on a fait sur le Barça, comme ce qu'on a fait sur le Bayern hier. On fera bien sûr un épisode parisien. Il y a quelques autres petits trucs qui sont sortis. Tout ça, c'est le bonus. Qu'est-ce qu'on a d'abord ? Niklas Füllkrug à West Ham, ça c'est officiel, pour une 30aine de millions, un truc comme ça. Et ça continue de rendre West Ham hyper intéressant. On en parlait l'autre jour dans les 10 transferts un petit peu sous-cotés de l'intersaison. On parlait de Christian Somerville notamment. Mais ce que West Ham est en train de faire, avec Lopetegui maintenant plutôt que Moyes, Luis Guilherme aussi, que je connais pas, mais grosse acquisition du championnat brésilien, un petit ailier de 18 ans, pour mettre sous Füllkrug, avec encore Bowen qui sera là, Kudus, Paqueta s'il peut continuer à jouer. Mais ouais, il y a une équipe intéressante qui est en train de se former. Ils ont pris Max Hillman, cher je trouve, mais quand même. Une équipe intéressante qui est en train de se former du côté de West Ham et un entraîneur qui, je pense, peut vraiment en tirer le meilleur et faire quelque chose de convaincant.
Je trouve que c'est une vraie équipe à suivre. Et l'acquisition de Fulcro, c'est encore quelque chose qui continue d'aller dans ce sens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Brighton envisage de signer Mats Hummels, rejoindre le très jeune entraîneur allemand dont il serait clairement le grand frère, Fabian Hürzeler, 31 ans, on a parlé de lui dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Franchement, Hummels, avec sa top saison la dernière, Hummels en première ligue, dans une équipe très joueuse, à l'aise tactiquement avec le ballon, et avec un jeune entraîneur allemand comme ça, ça donne envie d'être suivi. Donc si ça se fait, je trouve ce serait assez cool. Une bonne manière pour Hummels peut-être de finir sa carrière, avec un dernier beau challenge. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Olmo au Barça. Ça c'est fait aussi parce que j'ai l'impression que Nico Williams c'est mort et voilà, il retourne du côté de l'Athletic Bilbao. La saison va démarrer pour lui. Ouais, je crois pas de transfert, je pense qu'il va rester à l'Athletic de ce qu'on entend. Et donc Olmo pour 55 plus 7 de bonus. J'en parlais dans ma vidéo justement sur le Barça. Je sais pas à quel point c'est le bon move. Il y a tellement de milieux offensifs intéressants dans ce Barça. Est-ce que ça va prendre trop de minutes à un Fermin Lopez, par exemple, qui est en train de faire des Jeux Olympiques hyper intéressants? Je trouve que c'est un gars qui a un vrai beau potentiel. Ce serait dommage de le brimer là-dessus. Et il n'y a du coup pas trop, je trouve, d'alternatives sur l'aile gauche à Lamine Yamal. Rafinha, je pense que ce serait mieux comme joueur de complément, comme remplaçant de Yamal ou de Williams. C'est vraiment dommage que le Barça n'ait pas réussi à convaincre Nico Williams. Et c'est peut-être quelque chose sur lequel ils vont peut-être s'en mordre les doigts pendant un moment. À moins qu'ils réussissent à le faire l'été prochain, mais ouais, ça c'est... Moi je trouve, si je suis supporter barcelonais, je suis très déçu de l'issue de ce dossier. Et Olmo c'est cool, bien sûr il sort d'un top euro. Mais, et c'est un joueur que j'adore en plus sur le papier. Mais je sais pas si c'est exactement celui qu'il fallait au Barça là maintenant. Enfin, écho à ce qu'on était en train de dire l'autre jour sur l'analyse du Bayern de Vincent Kompany 2024-2025, Kimmich a décidé de rester. Et maintenant la question c'était dans quelle position? Parce qu'on en discutait. Avec Kompany, là le dernier match de prépa contre Tottenham, il était replacé, milieu défensif dans le 4-2-3-1 plutôt que latéral droit. Apparemment les conditions de sa prolongation, il y aurait de ça. Il y aurait de où est-ce que tu me fais jouer. Donc peut-être qu'on va voir un Kimmich qui redevient milieu central. En tout cas, si vous n'avez pas vu la vidéo, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à analyser ce Bayern. Je trouve équipe fascinante pour la saison qui vient. Donc n'hésitez pas à aller checker. Merci pour tous vos retours là-dessus, ça fait trop plaisir. Et on va continuer ces previews, notamment cette semaine. Il y en a une ou deux qui arrivent là pour sûr. Donc voilà, restez connectés. Merci les amis, merci d'avoir été là pour ce petit épisode avec plein de choses, un petit peu fouillis, on mélange tout. Et j'espère que ça vous aura plu. Ça chauffe, le mercato continue de chauffer. Et on souhaite la médaille d'or à nos bleus vendredi soir. Prenez soin de vous les potes, passez une excellente soirée. Et on se dit à bientôt